si vous accédez un jour à un titre de champion du monde, mis à part une satisfaction personnelle, ça pourrait vous apporter des choses en termes professionnels derrière. En fait, la compétition est sponsorisée par la NASA, donc il y a des énormes boîtes Autodesk. Autodesk, c'est un énorme logiciel de modélisation. Il n'y a pas que ça, mais vraiment juste le fait de créer son équipe, être participer au championnat du monde, sur un CV ça fait bien, en entretien aussi. J'ai eu plusieurs entretiens pour les écoles d'ingénieurs et à chaque fois vous m'avez parlé et à chaque fois ils m'ont dit que c'était un super projet. Et puis aussi pour la communauté française, de remporter un prix de champion du monde, ça va être une sorte de boost pour le VEX en France. Parce que c'est souvent des pays anglo-saxons qui remportent la compétition mondiale. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus développé dans ces pays-là. La VEX, c'est une entreprise américaine, donc aux États-Unis, ça existe depuis assez longtemps et c'est la majorité des équipes qu'on a rencontrées là-bas, c'était États-Unis, Canada, Australie. Et après, il y avait 2-3 équipes anglaises. Il y avait 2 équipes espagnoles, il me semble. Vraiment en Europe, c'est pas connu du tout. La question que je me pose, c'est que, bon, vous parlez de VEX tout le temps, parce que j'ai compris ceux qui organisent et qui livrent les pièces. Est-ce que, quand on est justement champion du monde VEX, est-ce qu'on promeut en parallèle, je sais pas, une robotique française qui s'appuierait sur autre chose que VEX? Oui, c'est des compétences qui sont tout à fait portables. Ouais. Je vais citer un petit bout de leur catalogue. Ils ont un étudiant donc, qui participait aux compétitions et qui a été embauché par la NASA justement et qui travaille maintenant à la confection des modules qui vont sur la Lune. Parce qu'en fait, justement, tous ces systèmes, vous savez, où il ne faut pas dépasser les 18 pouces de côté, et ben dans une fusée c'est pareil, il y a un espace limité, il ne faut pas dépasser, et un poids limite aussi pour envoyer les trucs sur la Lune, et notamment, ce qu'il leur a apporté là-bas, ça paraît tout bête, mais c'est un élastique qui fait sortir une caméra sur le module, au lieu d'utiliser un moteur. Donc c'est un gain d'énergie, c'est un gain de poids. C'est les mêmes réflexions que nous on se pose, par exemple, quand on a parlé des 3 kilos contenus dans les élastiques de notre robot bien dedans. Donc c'est un peu les mêmes réflexions à notre échelle. Donc en fait, c'est des compétences tout à fait portables. Par exemple, l'intelligence artificielle que j'ai développée, elle est écrite en C, elle fonctionnerait sur n'importe quel robot qui tourne en C. Même l'idée de cette intelligence marche sur à peu près tous les langages. Moi, j'étais aussi surpris dans toute vos démonstrations. Ce qui m'a surpris, c'est l'évolution de vos modèles. Je trouve très différent, en fait, d'une génération à l'autre. Moi, ce qui m'a bluffé là, sur le premier, je crois que c'était sur le premier robot, c'est les déplacements latéraux, quoi. Oui. Et aujourd'hui, donc ça, c'est quelque chose qui a peut-être permis dans l'éditeur à l'époque, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez abandonné au profit d'autre chose. Alors, les déplacements, ça dépend à chaque fois du jeu. En quelque sorte, les déplacements latéraux, c'est, si vous vous souvenez, sur le terrain, il y a 5 balles vertes qui sont côte à côte. Et en fait, l'idée c'était de pouvoir en prendre 5, au lieu de reculer, manœuvrer, remanœuvrer, tourner, avancer. On s'est dit, bon, on va juste reculer, glisser sur le côté et reprendre les balles. C'est vraiment pour ce bénéfice-là qu'on a choisi ce mode de déplacement. Ici, le toss-up, ça joue sur un terrain très linéaire. Oui, et aussi beaucoup plus grand, un terrain très linéaire, et donc du coup, on ne peut prendre que 3 balles à chaque fois, ça fait partie des nombreuses règles qu'il faut lire. En fait, l'évolution de ces modèles, c'est plus lié au jeu, quoi, en fait, aux parties différentes, quoi. Enfin, les jeux qui sont différents. L'idée, c'est que chaque année, il y a un jeu totalement différent. qui fait qu'il faut tout reconstruire. On n'a pas entendu des idées de champion du monde de l'année d'avant, sinon on aurait tous les mêmes robots et on aurait tous. Non, mais j'ai vu tout à l'heure.
l'heure aussi dans une des vidéos, ça m'a surpris, il y avait plusieurs robots qui étaient en train de combattre, entre guillemets, quoi. Et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre les divers robots présents. Quoi. Ouais, c'est l'année du siècle grec. Alors déjà, c'était des robots qui visaient tous le même but, à peu près. Sauf notre allié qui était jaune et rouge. Ouais, donc le robot jaune et rouge, lui, il pouvait marquer sur les petits triangles qui sont en hauteur. D'ailleurs, il n'a pas les 4 qui sont dessus, et juste avant la fin du match, il y en a 4. Il y en avait 5 juste avant la fin du match. Il y en a 4 qui tombent, il en reste 1. Bon, ça me fait en moins, c'est dommage, mais oui, ce robot-là, par exemple, visait ce but-là aussi. Après, il y a d'autres matchs, il y a vraiment toutes sortes d'extraterrestres qu'on peut croiser dans un championnat du monde. On a croisé celui qu'on a rebaptisé le parasol, qui, pendant les 15 secondes d'autonomie, verrouillait le terrain. Il se dépliait sur toute la largeur et il obstruait tous les buts. Il empêchait les autres de marquer. Voilà. Il empêchait les autres de marquer, de voler leur sac et il bloquait le match. Donc après, c'est une stratégie qui ne fonctionne qu'en alliance, évidemment. Mais oui, c'est une autre stratégie. Après, c'est vrai que le jeu l'an dernier était quand même assez. Il n'y avait pas beaucoup de stratégies cohérentes. Soit on mettait les sacs dans les gouttières, soit on les volait aux adversaires. C'était un jeu assez fou. En fait, que le toss-up. Alors que là, ouais, dans ce jeu cette année, il y a plein de possibilités différentes. Donc, je pense que les robots se ressemblent au moment. Mais ouais, ça dépend vachement du jeu quand même. Quel est le cycle d'une année en fait? Est-ce que les nouvelles règles arrivent en septembre, j'imagine? Non, c'est réglé sur les championnats du monde. Le nouveau jeu est dévoilé l'avant-dernier tour des championnats du monde. On a fait Ils sont en Afrique. Oui, voilà. Aux États-Unis, je sais pas, il y a plein de compétitions régionales, mais Ouais, ça commence très tôt dans En l'année. fait, en France, on est accroché au rythme des lycées. Et on va dire la saison commence vraiment Non, en septembre. et du coup, on est un petit peu décalé par rapport aux États-Unis. Nous, on a commencé la conception dans les zones. En fait, quand on est revenu de la compétition aux États-Unis, les Américains ont commencé déjà à réfléchir au nouveau jeu, alors que nous, on avait encore une compétition en France qui était avec le scénario du jeu de l'année Qui, cela dit, ne nous empêche pas d'y réfléchir. Mais après, il y a les compétitions régionales commencent la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est Paris. Dans 2 semaines, c'est Paris, Lyon, Perpignan, les grandes villes. Et après, il y a les championnats de France. Alors qu'aux États-Unis, ils ont déjà eu des compétitions régionales. juin, juillet. Voilà. Est-ce que Rex fournit des nouveaux objets au catalogue? Chaque année, il y a son petit lot de nouvelles nouveautés. Par exemple, cette année, il y a eu des pièces qui sont faites exprès pour permettre de rallonger. Parce que les règles ont changé pour la catégorie université. Et qui disaient que les robots allaient jusqu'à 24 pouces. Donc au lieu de créer des nouvelles pièces qui mesurent 24 pouces, donc c'est-à-dire que c'est 18 pouces au maximum, ils ont créé des kits qui permettent de les rallonger de façon très stable. Les nouveautés, elles sortent en avril aussi. Les règles? Non, Il alors. y en a on les présente pendant la présentation du jeu. On se la rend pas beaucoup de données. Mais non, il y en a qui rajoutent quelque chose. Il y a plein de petites pièces comme ça qui ajoutent des fois, c'est au fur et à mesure que les inventes. Et il y en a d'autres qui sont un peu créés sur demande, entre guillemets. C'est comme eux, ils ne peuvent pas forcément penser à tout ce dont on en a besoin. Il y a une partie du forum Vex. Donc, il y a toute une partie qui concerne les gens qui demandent de l'aide pour leur code et tout, qui montrent leur nouveau robot, leur nouveau design pour en discuter. Et il y a une partie qui est réservée aux nouveaux produits, donc où eux présentent des nouveaux produits et où nous, n'importe qui, utilisateur de Vex, de dire ce serait bien d'avoir un truc avec
comme ça, ou alors d'avoir l'équivalent de cette pièce mais en aluminium, ou d'avoir des moteurs un petit peu plus puissants. Et quand ça déborde, c'est pas. Tout à l'heure, on a entendu parler de Python, on a entendu parler de C. Ouais. Il y a des contraintes sur les langages de programmation, notamment parce qu'on a des modules de langages différents. C'est possible. Je ne saurais pas exactement dire comment ça fonctionne de façon. Enfin, dans le bête, d'ailleurs c'est interdit d'ouvrir, mais je sais pas vraiment comment ça fonctionne dedans. Ce que je sais, c'est qu'on utilise il y a EasyC qui est une forme de C qui sert à programmer. Moi j'utilise RobotC qui utilise une autre forme légèrement différente. Alors Python, c'est plus quelque chose qui tourne sur ordi, c'est ce qu'on appelle un langage de script. La différence, ça pourrait faire l'objet de conférences ça aussi. Mais le C, c'est un langage, mon ordinateur va le lire et générer du binaire. Il met le binaire dans le contexte et le contexte va réagir en fonction. Quand vous téléchargez Microsoft Office, il fait aussi un binaire comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut plus lire. C'est passé par ce qu'on appelle la compilation, qui transforme les mots à peu près clairs en anglais que le programmeur aura mis en instructions en binaire qui sont totalement illisibles. Le Python, c'est un langage que l'ordinateur, il y a un logiciel dessus qui lit le code, mais comme des mots. Non, au contraire, il n'est pas précompilé. Le Java éventuellement est précompilé, mais le Python justement il est juste interprété. Et dessus, il y a sur chaque ordinateur qui veut lire du Python est obligé d'avoir Python installé pour lire les mots et du coup réagir en fonction. En Python, c'est ce qu'on appelle le Vendée-Tool, donc qui fonctionne avec la librairie Pygame, qui est une implémentation de la SDL. Donc, basiquement, c'est juste des interfaces. On fonctionne avec un objet qui s'appelle des surfaces. Et sur une surface, on peut dessiner des pixels, dessiner des ronds, remplir des contours. Non, là vous mélangez la chose. Alors, il y a eu un robot dont on n'a pas parlé parce qu'on a 3 quotidiens, on a fait une douzaine de robots. Oui, on a pas parlé. Un petit robot qui s'appelle Picasso, donc, qui était spécialement conçu pour fonctionner avec le Vendée-Tool. Donc c'était juste une base roulante qui ressemble au scarabée et qu'on programmait. Donc on accrochait un stylo dessus. On dessinait quelque chose en mettant des points par lesquels le robot doit passer. Et ensuite le robot dessinait la forme. L'idée avec Picasso, voilà. C'est le programme en Python, donc, qui affiche l'image du terrain et qui gère quand on clique. Et ensuite, en lisant ces coordonnées, où on a cliqué l'imprimer évidemment, il génère le code avancé de temps, tournée de temps. I, donc temps N, un certain nombre en centimètres pour avancer, en degrés pour tourner. Et du coup, c'est effectivement Python qui générait ce code source. On avait juste à coller à ajouter en fait au code source du robot. Sur l'ordinateur, dans le code source que l'on va injecter dans le contexte, on met cette séquence qui a été générée par l'ordinateur. Parce que typiquement, passer par plusieurs points, c'est ce qu'on appelle une séquence. C'est des choses qui sont les unes après les autres. Seulement, les coordonnées, c'est fastidieux à écrire à la main. Et c'est tellement plus visuel quand on décrit sur un dessin. Donc, l'idée de faire. En fait, pour résumer, William a fait un logiciel, on va voir après. Ah, ça va arriver. Voilà. On a notre robot, Picasso. Ça va. Voilà.
le logiciel ressemble à ça. Là, on va tracer en fait la trajectoire du robot qu'on veut faire. Voilà, comme ça, on a différents éléments. Un V, par exemple. Et il y avait aussi une forme d'intelligence qui disait qu'il prenait le chemin du coup pour aller d'un endroit à un autre. Et il ne tenait pas compte du blocage. Hein. Il y avait quelque chose de manqué, il fallait dedans. C'est géré par Léa, c'est un autre projet en fait. Donc là, le logiciel sort tout seul, c'est le code qui sert à diriger le robot. Ça évite de taper du programme à la main. Toute la direction du robot est fait automatiquement. Et là, on le met dans le programme. Voilà, vous voyez, écrire 30 lignes comme ça. Et là, on va faire piloter du coup écrit. Seul, je pense, tu disais chaque année un nouveau robot selon ce qui vous est demandé, ce que vous voulez réaliser. Alors chaque année on construit un nouveau robot en fonction des nouvelles règles du jeu. Mais chaque année on construit plusieurs robots parce que voilà, de temps en temps on invente Picasso. Oui, on va Pour faire des expériences à côté. Et les anciennes, donc, vous les maintenez Non. Non. Bah là, on a démonté l'ancien, on a réutilisé les pièces parce que ça coûte quand même. Et en fait, chaque année, on démonte Si on devait dépenser 10 000 € chaque année. par exemple, on va pas présenter, mais il y a Serge qui nous a servi à étudier les fameuses roues omnidirectionnelles qu'on fait passer sur les côtés. Pour le nom, la petite histoire, c'est que Jules, ancien membre de notre équipe, m'avait dit mais ce robot il est complètement inutile, c'est un peu à quoi est-ce que je sers. Et voilà. En fait, chaque robot a un nom qui a une petite histoire. Donc il a eu une suite. Voilà, puisque Serge c'est devenu le nom générique pour les robots pour le programmeur, c'est-à-dire juste une base roulante avec des capteurs dessus pour tester le programme de déplacement. Donc lui il cherchait la lumière. Voilà, c'est un comportement autonome aussi, il avait un capteur devant et un capteur derrière. Si le derrière est plus illuminé, il se retourne et il avance. Là on a eu Gaston qui était juste un robot de présentation qu'on a construit pour Robot Éducation qui devait illustrer le VEX lors de c'était la Japan Expo. Ouais, à Paris. Donc il a des centaines d'heures de... Oui, il a fonctionné sans faillir longtemps. On a inventé celui-là, c'était pour faire un petit peu connaître l'équipe dans Lyon. On l'a baladé au parc de la Tête d'Or et à la Confluence. C'était un robot de compagnie. C'est lui, il y a eu Sophie, alors celui-là il est beaucoup plus récent. Alors ça c'était une idée justement de test correspondant au problème comment convertir les 6 pouces en hauteur en longueur pour pouvoir placer dessous. Donc l'idée sur Sophie la girafe, c'était de mettre les roues sur un support mobile et que soit on les aplatit, soit on fait tourner les roues l'une contre l'autre pour faire remonter la structure, ce qui nous faisait perdre la hauteur pour passer dessous, puis regagner la hauteur ensuite pour marquer les buts. Finalement c'était... Bon, oui voilà, c'était un peu bancal déjà. Elle avait tendance à tomber, notamment parce qu'il n'y avait pas de devant et de plus. Mais c'était une expérience, on a jugé plus utile de faire le concept de Pythagore. C'est le concept justement de commencer avec les robots hors du sol. On va tester. Ça, c'est un autre robot de présentation qu'on avait fait pour le Big Journée du Geek en octobre. C'est notre dernier robot avant celui-là. Oui, pour représenter globalement les balles de toss-up, les mettre en condition et faire un robot assez simple qui présente tout ça. Les balles de toss-up, là justement, c'est Beck qui vous les a fournies. On les a achetés avec. Ah, vous les avez achetés. Donc, Beck, au départ, c'est une entreprise privée qui essaye de promouvoir un peu ce... De créer des ingénieurs robotiques. Ouais.
et c'est une filiale de Innovation First, qui est la maison mère, on va dire, et qui possède d'autres types de robotique dans cet esprit et du First. C'est c'est le même principe, mais beaucoup plus grand. Qui du Vexpro, justement. Mais c'est une question par rapport à l'entraînement, par rapport au nouveau jeu. Donc, on a bien compris que chaque année il y a un nouveau scénario, avec un nouveau terrain, des nouvelles règles du jeu, qui sont un petit peu ardues. Donc après, devez-vous fabriquer un robot qui va pouvoir répondre à ce nouveau scénario et à une stratégie que vous allez éventuellement élaborer. Il y a un moment, le conducteur, donc vous devez quand même un peu vous exercer, quoi. Enfin, avant de vous rendre à une compétition, quoi, sur ce nouveau robot là. Comme beaucoup d'équipes dépendent du lycée ou de l'université, c'est le lycée qui achète un terrain et on peut s'entraîner. Nous, on est indépendants, on n'a pas le budget. Nous, c'est la première compétition que nous avons d'entraînement, c'est pour ça que la plupart du temps on la rate, parce que on y va un peu en terrain connu, quoi. Après, bon, il y a Robo Éducation qui organise des compétitions, qui nous sponsorisait, enfin qui nous, pas comme nous sponsorisait, mais qui nous parrainait un peu pour la première fois au championnat du monde, donc ils nous prêtaient des locaux des fois, nous ont prêté leur terrain pour qu'on puisse s'entraîner un peu quand même. Robo Éducation, c'est donc en fait, c'est une association française qui organise des compétitions qui gère le VEX en France. Qui gère le VEX. Qui est rattaché à VEX Non, en fait, pas du tout, c'est un partenariat en fait. D'accord. Au départ, moi je voyais ça comme une entreprise un petit peu de promotion ludique, du travail en équipe. Mais c'est un peu ça, c'est beaucoup tourné sur la robotique éducative autour de toutes ces compétitions, ces jeux. Donc bien sûr, on peut l'utiliser pour autre chose que les compétitions. Ils font aussi du Vexpro, mais c'est quand même principalement tourné vers la robotique éducative. Parce qu'avant de vendre du matos à des ingénieurs, évidemment, il faut en créer. Et non, mais on retrouve au début de chaque jeu, il y a une petite introduction sur Vex et qui raconte le constat qui est fait que de toute façon on manque d'ingénieurs en robotique parce que de toute façon c'est un secteur qui explose en ce moment et que pour former correctement les étudiants, on a que pratiquer quoi. Pour commencer. Et eux, évidemment, ils ont un intérêt, c'est que ensuite ça leur permet de vendre leurs marchandises au niveau professionnel une fois que les étudiants sont devenus professionnels. Les compétitions entre étudiants, c'est pas un business en soi, si vous voulez. Par contre, c'est une préparation à la commerce qui fonctionne. Vex vend donc des pièces pour, je sais pas, pour faire des robots professionnels, quoi. Enfin, qui serviraient. Alors, Vex lui-même, non, mais First, oui. Duquel dépend Vex. D'accord. Vex, c'est vraiment Think, Nice, c'est juste robotique plutôt éducative. D'accord. Mais c'est déjà pas mal. On va peut-être terminer la question. Alors, vous avez expliqué que la première compétition, vous l'aviez faite pour le deuxième, qui était intéressante. Qui a défini le premier? La Martinière en plaisir. Ouais. C'est Timor qui finit premier et toujours le deuxième. C'est une sorte de malédiction. Non, depuis. Non, on n'avait pas voisin géographiquement, mais bon. Le lycée Montpellier, il est pas loin d'ici. Et le lycée Diderot, il est. Sur les bandes de France. Voilà, il est au-dessus de la place des Théo. Mais ouais, c'est. Ils dépendent de la même association. C'est la Fondation Martin qui a créé ces lycées pour former à partir de la donation de M. Claude Martin. Il y a un certain temps. C'est quand la prochaine compétition à Lyon dont vous parlez? Le 19 février. 19.
c'est en lien avec le salon Lyon. Non, il y a la compétition régionale centre, et après il y a la compétition nationale dans le cadre du en mars. Oui, il y en a eu en février et Oui, en mars. voilà.